Salut. On laisse une chaise vide. Alors, nous avons dans la première table ronde été consacrée à des grandes figures des luttes pour la libération de l'Afrique. Nous avons assisté à des témoignages et aussi à des prises de position sur ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Cette table ronde intermédiaire a pour vocation à faire le lien avec ce qui se passera dans la table ronde suivante, c'est-à-dire des figures contemporaines qui ont parfois risqué leur vie pour leurs idées, pour leurs combats. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en Afrique, des populations se soulèvent et risquent aussi leur vie pour défendre leurs droits. Ce qui s'est passé déjà au temps de l'indépendance, et face à ces soulèvements, face à ces revendications de droits, il y a eu des stratégies qui ont été employées par des armées, notamment l'armée française, pour passer sous silence, pour effacer l'histoire, pour faire disparaître les témoignages des répressions qui ont été menées et qui sont toujours menées par certains régimes, parfois avec la complicité de la France. Je pense au Tchad. Et pour ce qui était pour Thomas Deltombe, que je vais présenter tout de suite, il a consacré une partie de sa vie à une guerre qui s'appelle la guerre cachée, la guerre du Cameroun. Il est éditeur, travaille à la découverte aujourd'hui, et a collaboré avec Manuel Domergue et Jacob Tatissa, un ouvrage qui est en librairie ici, enfin en tout cas on pourrait trouver, qui a été réédité en poche cette année, un ouvrage majeur sur cette guerre cachée, la guerre des indépendances. Jacob Tatissa n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons notamment liées à son visa. Ça montre la complexité des circulations, circulation des chercheurs, circulation aussi des hommes et des femmes simplement sur cette planète. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette collaboration, sur ce livre qui est vraiment qui a permis de mettre en lumière un pan entier de notre histoire que je n'ai pas appris personnellement au lycée quand je travaillais sur la guerre d'Algérie, mais pas eu un mot sur cette guerre qui pourtant à la même époque où les combattants qui cherchaient à atteindre l'indépendance ont fait face aux mêmes techniques, aux mêmes méthodes pour justement les réprimer, voire les assassiner. Je pense notamment à Félix Moumié et Oumniobé, deux leaders de l'indépendance camerounaise qui ont été assassinés. Mais je laisse tout de suite la parole donc à Thomas Deltombe pour d'abord nous décrire qu'est-ce que c'est que cette guerre cachée, pourquoi ce titre, la guerre cachée, quelles stratégies d'invisibilité ont été mises en œuvre par l'armée et pourquoi aujourd'hui ce livre est important pour notre histoire aussi commune. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être venus si nombreux ce soir pour évoquer effectivement, entre autres, ce pan de l'histoire franco-africaine qui est assez méconnu. Enfin, en fait, un certain nombre de gens connaissent ou savent ce qui s'est passé au Cameroun dans les années 50 et 60, et puis beaucoup de gens l'ignorent. Et j'ai bien aimé dans ce que vous avez dit, là, il y a deux termes qui me semblent importants, c'est la question de la stratégie et la question du silence. Et effectivement, donc la guerre sur laquelle on a travaillé donc avec Manuel Domergue et Jacob Tatissa est une guerre qui a eu pour objectif de livrer une indépendance au Cameroun, mais une indépendance frelatée, une indépendance qui ne bénéficiait pas au peuple camerounais, mais qui bénéficiait aux élites françaises. Ce qui est un paradoxe apparent, c'est-à-dire que c'est une indépendance qui ne libère pas le peuple, mais qui permet au contraire à la France de perpétuer sa domination sur une ancienne colonie. Et on verra par la suite que ce qui s'est passé au Cameroun a été en grande partie reproduit dans les autres colonies françaises d'Afrique. Donc
le travail qu'on a effectué pendant plusieurs années a consisté à essayer de documenter ce qui s'était passé, puisqu'effectivement, peu de choses ont filtré finalement de ce qui s'est passé à cette époque, pour différentes raisons sur lesquelles je peux revenir brièvement, mais la première raison, c'est que le Cameroun était un territoire qui avait un statut juridique particulier, c'était un territoire international, dans lequel la France ne pouvait pas agir comme elle voulait, comme elle entendait. Elle n'était pas souveraine, puisque c'était un territoire international, hérité du Cameroun allemand. Je passe très vite, mais simplement pour dire qu'en réalité, la répression que la France a menée dans les années 50, c'était illégal au regard du droit international. Et donc, ça explique pourquoi les stratégies qui ont été mises en œuvre ont consisté à réprimer dans le silence. Ça, c'est très important. Pour résumer, en 1958, le haut commissaire de la France au Cameroun impose cet ordre: il faut faire régner le silence. Et tout simplement pour que l'ONU, les pays étrangers ne sachent pas que la France est en train d'écraser un mouvement indépendantiste. Deuxième raison, c'est que cette guerre du Cameroun a eu lieu en concomitance avec la guerre d'Algérie. C'est vrai que la guerre d'Algérie a monopolisé l'attention, notamment en métropole, et a d'une certaine façon couvert par son fracas ce qu'il se passait au même moment, plus loin, en Afrique centrale, au Cameroun en particulier. La troisième raison, c'est que cette guerre a débouché sur l'instauration d'une dictature pro-française, d'une dictature au service des intérêts français, des intérêts stratégiques de la France. Et le régime qui avait été imposé finalement par l'ancien colonisateur a tout fait pour maquiller l'origine honteuse de sa venue au pouvoir, c'est-à-dire le fait qu'il avait été imposé par l'extérieur. Tout ça fait que cette répression massive, qui aurait dû faire beaucoup plus de bruit, et quand je dis massive, c'est-à-dire qu'il y a eu... cette guerre a duré plus de 10 ans, des régions entières ont été bouleversées, des villages vidés, brûlés, des populations déportées, installées dans des camps de regroupement. Normalement, ça aurait dû faire du bruit. Et pourtant, tout a été fait pour que ce soit fait en silence. Un silence tel que quand Mongo Betty, l'écrivain camerounais Mongo Betty, qui était exilé en France, a sorti un bouquin en 1972 qui s'appelle Main basse sur le Cameroun, un livre très très important, le premier livre, et il le dit, qui tente de fracasser le silence. Il utilise cette expression. Il dit: le silence est l'arme la plus puissante de la mafia focartiste. Donc là, en référence à Jacques Faucard. Donc là, l'arme la plus puissante de la France-Afrique. Je pense que c'est quelque chose de très important. Quand il a publié son livre en 1972, ce livre a été immédiatement interdit. Au point que, finalement, la mémoire de cette guerre n'a pas pu se perpétuer. Et la preuve manifeste de ça, c'est qu'on a un monsieur qui s'appelait François Fillon, qui en 2009 est parti, alors qu'il était Premier ministre, est parti en visite officielle au Cameroun. Il a été interrogé sur ces exactions, ces crimes, ces massacres. Et il a dit: tout ça, c'est de la pure invention. Et là, c'est vrai que nous, avec Jacob et Emmanuel, on était en train de travailler depuis des années on était en train de documenter, avec des archives, en France, au Cameroun et même ailleurs, des centaines de témoignages qui, en réalité, documentaient ces crimes. On a été assez estomaqués de voir que le Premier ministre pouvait parler de pure invention. Donc vraiment, et donc la contribution qu'on a essayé de faire, c'était essayer de, comme Mongo Betty, à la suite de Mongo Betty et d'autres, Achille Mbembe, des chercheurs américains, d'essayer de contribuer à briser ce silence. Merci. Dans votre... voilà, ce silence, vous parlez du silence et les voix... les témoignages qui ont été recueillis, il y a évidemment la question de l'accès aux archives qui est essentielle. On a déjà parlé tout à l'heure à propos du travail de la justice qui est en cours pour certains crimes qui ont été commis ailleurs. Dans le cas du Cameroun, on parle de population entière, méthode systématique de quadrillage comme il y a pu y en avoir en Algérie. Quelle place a joué le témoignage vivant, justement, le témoignage des personnes vivantes qui ont dans l'écriture de l'ouvrage, et comment avez-vous réussi à travailler un Camerounais, des Français, à la collecte de ces témoignages? Quelle place, enfin, comment cette histoire a pu s'écrire à plusieurs voix aussi, une voix française, une voix camerounaise?
Donc on avait très peu d'argent, donc on avait passé beaucoup de temps. Souvent quand on n'a pas d'argent, on passe beaucoup de temps à chercher. Et donc on a effectivement pendant des années essayé de collecter toutes les archives qu'on a pu trouver en France. Et finalement, contrairement à ce qu'on croit, il y a pas mal d'archives en France. Il y a différents endroits où il y a des archives, à Vincennes, à Aix, à Nantes. Et on en a aussi trouvé à Amsterdam, ou il y en a en Suisse. Il y a des archives un peu partout, ce qui permet de faire effectivement revivre ces voix, notamment de tous ceux qui ont été assassinés. Des gens connus, les principaux leaders de l'Union des populations du Cameroun, donc le mouvement nationaliste camerounais, ont été assassinés. Rouben Oumniobé, dont il a été question, je crois, tout à l'heure, en 1958. Félix Moumié, président de l'UPC, empoisonné à Genève par les services secrets français. Abel Kingé, Ernest Ouandié, qui a été tué en place publique en 1971, le 15 janvier 1971. Ces gens ont été assassinés. Mais dans les archives, on retrouve pas mal de leurs écrits. Et donc, c'est la première façon de faire revivre ces personnalités, de comprendre leur stratégie politique, leurs objectifs, c'est d'aller fouiller les archives. Et puis, il y a aussi tous les anonymes. Et là aussi, on retrouve d'ailleurs dans les papiers beaucoup de gens qu'on appelle anonymes et qui ont laissé des traces écrites, notamment des traces écrites qu'ils ont envoyées à l'ONU, des milliers et des milliers de pétitions qui ont été envoyées à l'ONU, dans lesquelles les Camerounais racontent leur quotidien et racontent leur lutte pour l'émancipation. Et puis, par ailleurs, toute une série de témoignages de gens qui ont participé à la répression et de gens qui l'ont subi. Et alors, petit paradoxe, en réalité, ce qui nous a surpris, c'est que souvent les responsables de la répression, français ou camerounais, étaient souvent assez fiers de raconter leurs exploits. Étaient assez fiers de dire, regardez, les puissances coloniales ont perdu toutes les guerres de décolonisation, mais nous, on en a gagné une. On a gagné la guerre du Cameroun contre ces vilains communistes. On les a écrasés, on a réussi à organiser une transition douce entre le régime colonial et un régime d'indépendance. Ce qui est évidemment une falsification de l'histoire grossière et affreuse. Mais en revanche, les gens qui avaient été victimes de la répression avaient du mal à raconter ce qu'ils avaient vécu. D'abord parce qu'il y avait un traumatisme très profond. Et deuxièmement, parce que beaucoup d'entre eux disaient que la guerre n'était pas terminée. Et là, ils disaient, on prend des risques aujourd'hui à parler du passé. Et donc ce n'est pas du passé. Là, je pense que c'est assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte que le travail qu'on était en train de faire, c'était pas simplement un livre d'histoire, pour le plaisir de faire de l'histoire, mais c'était un livre qui touchait finalement à une histoire qui était vivante, et c'est-à-dire à une actualité. On peut voir des liens très clairs entre cette histoire de répression et la répression que subissent aujourd'hui différents mouvements en Afrique, et en particulier au Cameroun. Pour les Camerounais et Camerounaises qui sont dans la salle, ils comprennent de quoi je parle. Il y a une répression depuis plusieurs mois dans le Cameroun qu'on appelle anglophone, une répression actuelle là, contre un mouvement, le MRC, qui est un mouvement d'opposition camerounais. Il y a des persécutions dans le nord du Cameroun qui, en réalité, utilisent les mêmes techniques que celles que la France a utilisées dans les années 50 et 60. Je n'ai pas besoin de faire la transition pour présenter Abdelkerim, directeur d'Internet sans frontières Afrique centrale, d'origine tchadienne, et toujours tchadien, et qui est là depuis 15 ans en France, et qui est allé aux Nations Unies il n'y a pas si longtemps pour présenter un rapport aussi, non plus sur les exactions de l'armée coloniale française, mais de régimes actuels qui ont muselé une partie de l'opposition dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Je te laisse la parole pour prolonger la discussion. Merci Félix et merci pour tout ce que vous avez dit sur le Cameroun. Moi, je voulais un peu revenir à tout ce qui a été dit dans la table ronde qui nous a précédés. Pour moi, ce qu'on vit maintenant en Afrique, c'est que cette génération actuelle africaine est en train de faire, c'est ce que tous ces leaders qui nous ont précédés et qui ont offert leur mort à notre continent et à notre peuple a produit son fruit. Nous sommes le produit de ce que ces leaders ont posé comme acte et qui ont, malgré toute cette force qui a été mise en place par les régimes africains et les puissances coloniales de l'époque, la France,
qui est toujours d'ailleurs, pour effacer la mémoire ou les traces de nos leaders qui nous ont montré ce chemin. Quand vous voyez, par exemple, au Cameroun, que vous parlez de Wandé, mais les Camerounais à l'intérieur ne l'en parlent pas parce que c'est interdit. On est obligé parfois de sortir de nos pays, de s'exiler pour pouvoir avoir accès à ces mémoires, apprendre et comprendre. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque où ces jeunes Africains, ces jeunes intellectuels ont décidé d'être le changement, des vecteurs de changement, d'écrire l'histoire. Aujourd'hui, on est dans un monde que vous dites contemporain. Donc, depuis, le monde est en perpétuelle mutation. L'Afrique est en mutation. Les sociétés africaines sont en mutation. Tout est en train de bouillonner en Afrique. C'est ça. C'était exactement il y a 40-50 ans où au moment où ils ont pris la parole, au moment où ils ont posé l'acte, on est en train de vivre ces moments. Et qu'est-ce que font les régimes, les vestiges de cette domination coloniale française actuelle, surtout dans la région de l'Afrique centrale qui se passe en ce moment? Que vous preniez la région de l'Afrique centrale qui représente l'échec de la politique française en Afrique, c'est cette région-là. Dans ces régions, on a encore des dictateurs. Dans ces régions, on a encore la France qui décide. Dans ces régions, on subit encore ce que 60 ans avant, ceux qui nous ont précédés ont subi. Qu'est-ce que font ces régimes? Eh bien, ces régimes appliquent exactement la même chose qui a été appliquée il y a 60 ans, c'est-à-dire tout faire pour rendre invisible toutes celles et ceux qui se lèvent et qui disent non ou qui s'opposent à cette perpétuation de cette domination coloniale sous une autre forme. Parce que, n'oubliez pas, cette stratégie dont vous avez parlé est aussi évolutive. Cette domination évolue avec l'évolution de nos sociétés. Ils ont 5 ans, 10 ans en avance sur nous. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors maintenant, ces régimes étouffent, ces régimes font disparaître, ces régimes réduisent au silence non seulement la mémoire de ceux qui nous ont précédés, mais ceux qui sont présentement avec nous et qui ont payé de leur prix en montrant le chemin ou en prenant l'exemple. Voilà pourquoi nous, au niveau d'Internet sans frontières et tous les activistes africains et toutes les organisations de défense des droits humains, on avait décidé de aussi apporter notre part, notre contribution pour rendre visibles les crimes, pour rendre visibles les complicités, pour rendre visibles les complaisances de ce qui se passe dans notre région. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la stratégie qu'on a adoptée, c'est comment protéger en rendant visibles les témoignages dont vous collectez, rendre accessibles, tout en rendant invisibles ces mêmes personnes à ces régimes répressifs. Rendre l'invisible visible à certains et rendre ce qui a été rendu visible aux autres. Ce n'est pas facile. Mais c'était la stratégie à adopter, tout en protégeant, en donnant accès à ceux qui n'avaient pas la parole et ceux qui n'avaient pas la lumière. Donc, la technologie. C'est pour ça que j'ai dit, avec l'arrivée des nouvelles technologies en Afrique, c'était ce qu'il fallait, ce qu'il nous fallait depuis. Parce que nos régions, qu'ils soient au Tchad, au Cameroun, au Gabon, au Congo, Guinée équatoriale, RDC et Centrafrique, ce sont des pays complètement pauvres, sans infrastructures, complètement isolés, où les peuples sont divisés, dominés dans la peur et qui n'ont pas accès à l'information. Donc la maîtrise, le contrôle de l'information par ces régimes qui cachent leurs crimes, qui cachent
tout ce qu'ils font sur notre peuple pour garder notre peuple dans cette domination a pris un coup parce que aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles technologies, cette maîtrise qu'ils avaient de l'information pour cacher, pour rendre invisibles ces acteurs, les a déplacés. Comment ça se passe? Aujourd'hui, avec Internet, les citoyens sont devenus témoins eux-mêmes et producteurs de ces témoignages à l'opinion internationale. Nos États, qui avaient l'habitude d'avoir une télé et une radio nationale et dont ils contrôlent tout ce qui se passe par ces canaux, finalement se sont retrouvés à ne plus savoir, même parfois être au courant de ce qui se passe. Parfois, je vous jure, nous sommes au courant avant même ces gouvernements sachent ce qui s'est passé. Donc, cette perte de contrôle, c'était une occasion incroyable. Une occasion incroyable, et c'est une course contre la montre incroyable qui est en train de se passer en ce moment en Afrique. Ces citoyens et ces acteurs ont vraiment besoin de l'aide de vous tous, surtout Madame la députée, qui fait beaucoup aussi pour l'Afrique, que vous portez ces voix au niveau du Parlement européen aux autres. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, la jeunesse africaine, à travers toutes ces organisations de défense numérique, qui soient Internet sans frontières, les Africtivistes ou la plateforme de protection des lanceurs d'alerte, toutes ces organisations qui sont en train de se mobiliser, il faut vraiment les aider. Pourquoi je dis cela? C'est très important. Si nous ne aidons pas à la société civile, à ces organisations qui se battent pour rendre visibles ces crimes, ça veut dire, vous ici, les citoyens français, européens, qui n'avaient pas l'opinion publique internationale, qui n'avaient pas accès à ces informations, qui ne voient pas ce qui se passe, ces citoyens-là sont en train de rendre visible ce dont vous n'accepterez pas que vos élites, que vos gouvernements puissent être complices, complaisants et fermer les yeux par ce qui se passe. C'est cet accès-là que cette jeunesse est en train de le faire. Merci. Pourquoi j'ai dit c'est une course contre la montre? Ces régimes, qu'ils soient de Guinée équatoriale, Gabon, RDC, que ce soit le Tchad, le Cameroun ou la Guinée équatoriale, ont compris et sont en train de aussi vouloir arrêter cela, vouloir contrôler cela. Comment ils le font? Eh bien, ils le font auprès des gouvernements autoritaires qui font exactement, utilisent les mêmes outils pour museler leur peuple. La Chine, vous savez tous comment ça se passe aujourd'hui, la Chine. La Chine utilise cette technologie pour contrôler ses citoyens. La Chine utilise ces mêmes technologies pour empêcher la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Donc, ces gouvernements-là, pourquoi sont en train de tous courir vers la Chine? Parce qu'ils savent que leur intérêt et leur méthode de fonctionnement est exactement la même chose. Et la Chine ne demande pas des comptes. La Chine ne s'intéresse pas des droits de l'homme. La Chine ne s'intéresse pas des démocraties. La Chine ne s'intéresse pas des héros de liberté de peuple. Eh bien, si la Chine aujourd'hui réussit à transférer cette technologie à ses dictateurs, eh bien, on va attendre encore 60 ans pour pouvoir rattraper cette différence. Voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi nous faisons de notre possible pour que vous, d'ici et de là-bas, qu'on puisse enfin donner à cette Afrique ce que tous ceux qui sont passés avant nous ont rêvé. Le modérateur de table ronde précédent a dit qu'est-ce que cela pense maintenant, 40 ans après, 50 ans, 60 ans, ce que l'Afrique était devenue. Eh bien, nous sommes exactement là où ils avaient vu qu'on serait. Parce qu'ils savaient que leur sacrifice n'était pas vain. Parce qu'ils savent que, quel que soit, comme dit Thomas Dietrich, la longueur de la nuit, quelle que soit cette longueur de cette ténèbre, ce peuple réussira un jour à atteindre cette lumière. Eh bien, nous sommes à ces rendez-vous-là. Nous sommes à ces rendez-vous et nous ne devons pas rater ces rendez-vous. Nous ne devons pas rater ces rendez-vous. Donc, je vous en prie, tous ceux et celles, de là où vous êtes, vous pouvez faire ce que vous pouvez afin que de votre côté, l'opinion publique européenne ou internationale
puissiez faire le peu de pouvoir que vous avez, ces leviers que vous avez sur vos élites, sur vos gouvernements, pour les interpeller sur ce qu'ils font en complicité avec nos gouvernants, pour que les invisibles puissent être visibles. Nous, on fera de notre côté notre travail et on vous attend de votre côté afin qu'on puisse ensemble atteindre cette félicité de notre humanité qu'on cherche. Merci Abdelkerim. Est-ce que vous voulez réagir aux propos de nos deux invités? Je vais m'occuper de la circulation du micro pour l'instant parce que je crois que... Est-ce que laissez peut-être une minute ou... Voilà, déjà, super. Merci beaucoup de nous avoir permis de participer à cet événement. Moi, je suis de Comores. Et j'estime que ce que nous avons connu d'Ali Swali dépasse de loin le continent africain. Ce que nous avons connu d'Ali Swali est comparable de la révolution chinoise, est comparable à la révolution de Lénine en 1914. Dans l'idéologie, dans l'organisation et le résultat des développements qu'il a eu lieu. La prise de conscience, l'alphabétisation, la construction, la lutte contre la féodalité, l'expulsion de l'impérialisme, et les discours d'Ali Swali sont à travers les classiques du marxisme. Donc, je souhaite que les dirigeants et les futurs dirigeants d'Afrique prennent l'exemple des révolutions qui sont passées en Asie et en Russie pour trouver la voie à suivre, parce que le mal fondamental dans l'intellectuel africain, c'est de n'avoir appris que la culture initiale bourgeoise, coloniale, est le mal qui fait qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas le chemin. Ils font une remise en cause de la culture initiale pour voir que nous sommes dans un monde impérialiste dont le stade suprême est déjà dépassé. Et donc, il faut remettre en cause fondamentalement la culture initiale depuis le lycée jusqu'à l'université et prendre les références sous les révolutions que j'ai citées. Cuba, Corée, Chine, Lénine. Et merci beaucoup. Moi, j'étais très touché par ce que vous avez dit, Abdelkerim, parce qu'en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a un lien, comme si des petits cailloux avaient été déposés depuis très longtemps par Gandhi et puis toute la bande, effectivement, les Swali, les Thomas Sankara, les Lumumba, et qu'ils avaient participé à quelque chose qui continuait et qui prenait forme. Madame, tout à l'heure, Jamila disait visionnaire. Et j'aimerais bien qu'on revisite cette question du visionnaire, puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'être visionnaire, si ce n'est avoir est en train de se mettre en place, et une vieille qui a fini son temps, comme un bateau qui met du temps avant d'arriver, coupe son moteur. Et ça serait chouette de se dire peut-être que ces visionnaires-là nous ont donné des directions, peut-être nous ont ou ont vu ce que nous allions devenir dans cette nouvelle ère que nous sommes en train de vivre et dont nous ne sommes que les enfants. Et dans ce cas-là, on pourrait se dire que tout est en train de se mettre en place
Et c'est la grande idée qui a germé à partir de ces messieurs qui nous ont planté la graine et qui a commencé à prendre. L'idée est en train de prendre en place, et je pense que les pouvoirs et les peuples, et les pouvoirs de la planète, les grands pouvoirs qui représentent l'ère d'avant, en sont conscients et en ont très peur. Donc si nous pouvons manifester et mettre un peu d'eau sur cette graine en pensant qu'en fait, non, comme disait la première personne de ce soir, et qui avait une vision très négative de ce qui se passait, je pense qu'au contraire, il y a une grande émergence des peuples et qu'elle se manifeste. Elle est cachée, et c'est toute la question que vous soulevez sur la disparition et l'évitement des informations. Merci. Une dernière intervention, éventuellement une question. Bonsoir. Je suis un Marocain immigré aussi en France. J'ai étudié au Maroc et j'ai étudié en France. Et j'ai fini mes études à l'Université de Provence en sciences cognitives, avec mention très honorable. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Il y a un concept tout à l'heure qui a été évoqué et malheureusement est passé inaperçu. De la première intervention, le terme de silence. C'est très important. Je pense que le travail autour de ce concept des silences existe, surtout le travail de André Jacob dans La philosophie du langage, édition Gallimard, 1916. Je dis non seulement il y a le silence autour des crimes commis par la France au Cameroun et d'autres pays, mais c'est un silence violent. C'est ça le problème. Donc que faire pour vraiment ne pas rester au niveau de la silence? Témoigner. Demander à le public en France de comprendre. Moi, je suis désolé de dire, l'opinion publique en Europe, surtout en France, de sa majorité, c'est inespéré. Pourquoi? Tout à l'heure, il y avait une intervention, il a dit tout faut revoir à l'initial. Parce que toute la perception de l'étranger, de tout ce qui n'est pas hexagonal, est perçue de façon exotique et dans une idéologie comme il a été défini dans le livrage collectif d'Emmanuel Wallerstein et Étienne Balibar sur les identités ambiguës. Donc la logique descendante la logique descendante, non seulement il a infecté le rapport entre les dominants et les dominés, mais aussi il a malheureusement infecté même les paradigmes des sciences sociales et politiques en France dans la perception des travaux des recherches qui portent sur l'autre continent, surtout l'Afrique. Et ça se relève de ce que l'appelle Emmanuel Wallerstein de le haut degré de racisme dissimulé dans la logique des droits de l'homme et des civilisations. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Ah, il y a encore une intervention. Bonsoir. Je voulais réagir à l'intervention de Abdelkérim. Parce qu'il voulait rendre invisible les visibles. Et surtout, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est quand il espère que, en s'adressant aux Européens, ce sera mieux que les Chinois. Parce que si j'ai bien suivi les intervenants d'avant, on ne voulait plus entrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on va compter sur eux pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce qu'une certaine Afrique n'accepte plus cela. Je crois que par nous-mêmes, on peut un peu raisonner, trouver des pistes, peut-être avoir des échanges, mais pas les prendre comme un exemple, parce que jusqu'à présent, ils n'ont jamais été cet exemple-là. Donc, ni le Parlement européen, ni autre chose. Donc, quelque part, il faudrait peut-être nous préciser le fond de votre pensée. D'accord. Merci. Merci. Je vais répondre avec ça. Ouais. Merci beaucoup. En fait, c'est là où j'ai dit que moi, je suis dans une logique de conjugaison d'efforts. Moi, je n'accuse pas le peuple européen ou le peuple français. Moi, j'accuse les élites. Aujourd'hui, qui décide?
Vous croyez que c'est le peuple français ou le peuple européen? Non. Aujourd'hui, ce qui se décide pour l'Afrique, c'est juste une petite cellule de 2-3 personnes à l'Élysée. Ce que je demande pour moi aujourd'hui, ce n'est pas de dire le peuple est responsable, on va tous les rejeter, on va aller chercher notre chose dans un coin. Que vous les voulez ou pas, on est lié par ce qu'on a vécu. On est lié par une histoire. Si on doit se libérer, on doit se libérer ensemble. Ma vision, c'était plus de dire à ce peuple qui ignore ce qui se passe chez nous, à ce peuple qui est indifférent parce qu'il n'est pas au courant, à ce peuple qui s'occupe plus de sa petite vie d'ici que par rapport à ce qui se passe à 6000 km là-bas chez nous. Si on ne parle pas à ce peuple, puisque dans la normalité des choses, les relations, c'est entre les peuples et non entre les élites. Qu'est-ce qui a fondé ici en France la Ve République? Sur quoi était fondée cette Ve République? Charles de Gaulle, comment a-t-il bâti aujourd'hui cette Ve République qui a dominé l'Afrique, qui continue à piller l'Afrique, qui continue à décider pour les Africains? Alors, si on veut trouver cette solution chez nous, si on ne veut pas qu'il y ait des bases militaires chez nous, si on ne veut pas qu'il y ait des conseillers militaires ou administratifs qui viennent décider chez nous, si vous voulez que notre peuple décide, eh bien, nous devons dire au peuple d'où l'émanation de cette Ve République est venue. C'est ce même peuple qui va détruire cette Ve République qui est la cause de notre problème pour en bâtir un 6e, un 7e, un 8e République ici. Et nous, ensemble, on pourra s'en libérer ensemble. S'agissant de la Chine, moi, je n'ai pas dit qu'il faut divorcer avec Jacqueline pour aller avec Anaël. Hein. Non. Ce n'est... Moi, j'ai tout simplement dit, pour notre peuple, dans l'état actuel où on se retrouve aujourd'hui, je dis état économique, technologique, l'état de notre jeunesse éveillée qui est en train de se battre en ce moment. Qu'est-ce qu'on a là, tout de suite, maintenant, comme levier, pour pouvoir éviter de reproduire ce qu'on a subi pendant 60 ans? C'était ça ma réflexion. J'ai vu ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas dit que la France, enfin pas la France, les entreprises françaises comme Avast et d'autres qui donnent des technologies aux dictateurs, qui viennent aider au contrôle de l'information ou donnent des outils à que ces dictateurs puissent intercepter toute communication des activistes, des opposants et des voix dissidentes, qui donnent des technologies à ces dictateurs pour tripatouiller des élections ou qui permettent à ces dictateurs de couper Internet, SMS et toute communication pendant des élections pour pouvoir voler et tricher, ce sont aussi responsables. Ma crainte, c'était que j'ai vu comment ça s'est passé. Au moins, je dis bien, dans cette société européenne, il y a des organisations de la société civile. Il y a des citoyens qui refusent, qui lèvent les doigts, qui demandent des comptes. Mais en Chine, aujourd'hui, le gouvernement chinois qui est en train d'inviter toute l'Afrique là-bas, qui est en train d'inonder notre continent par des milliards, tu en veux, en voilà, sans condition, sans aucune exigence. Avez-vous en Chine de sociétés civiles qui s'organisent pour poser des questions de leur gouvernement? Non. Avez-vous en Chine des citoyens, des activistes qui s'opposent à ce que la Chine fait là-bas? Non. Voilà pourquoi j'ai dit, le danger qui arrive chez nous, c'est d'éviter que ces dictateurs, le vestige de cet abominable système qui a été mis en place pour étouffer notre peuple et pour prendre notre bien et pour nous piller, eh bien, c'est d'éviter que la Chine le fasse aussi. Voilà pourquoi ma vision, ce n'était pas de divorcer avec la France ou l'Europe et d'aller vers la Chine. Non. Ma vision, c'est de dire au peuple européen et français de bâtir ensemble la solution pour nous tous les deux. Voilà, c'était ma vision. Merci. Merci Abdel. Je vais laisser Thomas répondre et conclure du coup, parce qu'on va devoir terminer. Je n'ai pas énormément de choses à dire. Merci beaucoup pour tout ce qui a été dit. J'ai bien apprécié l'idée des visionnaires. Je trouve que là, il y a quelque chose qui se joue qui est assez intéressant quand même sur... Et à mon avis, c'est là l'importance de l'histoire, c'est
d'aller voir ce que disaient des gens dans le passé. Pour l'histoire qu'on a étudiée, dans ces relations entre la France et le Cameroun, il y a ce personnage incroyable, Rouben Oumniobé, qui est assez peu connu finalement en France, il est même très méconnu ici, malheureusement, parce que c'est une très très grande figure de la révolution africaine. C'est le premier martyr de la France-Afrique, à mon avis, assassiné le 13 septembre 1958. Et on a ces textes, on sait ce qu'il a écrit, on connaît sa pensée, qui était à la fois extrêmement précise et extrêmement visionnaire. Elle est plus difficile à lire que d'autres auteurs, par exemple comme Fanon, parce qu'elle s'inscrit, la pensée de Rouben Oumniobé s'inscrit dans les luttes quotidiennes des Camerounais. C'est quelqu'un qui est très attaché au droit et qui dit, voilà, nous avons le droit de réclamer ceci, nous pouvons faire... Alors ça peut paraître un peu aride, ça peut paraître relativement daté, puisque ça s'appuie sur les faits du moment, de l'époque. Mais quand on connaît le contexte de cette époque, on comprend la profondeur de sa pensée et effectivement sa vision. Si on lit aujourd'hui ce qu'il a écrit il y a plus de 50 ans, plus de 60 ans même maintenant, on s'aperçoit qu'il avait tout compris. Il avait tout compris. Alors, c'est très intéressant de voir ça, mais c'est un côté un peu déprimant. Parce qu'on se dit, si un type, en 1949, 1950, 1951, pouvait raconter ce qu'il racontait, c'est-à-dire il avait déjà analysé, il parlait de ça, il disait, moi je n'ai rien contre les Français, mais j'ai tout contre le colonialisme. Il avait expliqué un nombre de choses incroyables sur les relations ethniques, sur le rôle de la religion. Lisez le chapitre de Saïd Bouamama sur Rouben Oumniobé dans son livre sur les révolutionnaires africains. Là, on voit bien à quel point ce monsieur était visionnaire. Mais encore une fois, il y a quelque chose d'assez déprimant là-dedans. C'est que ce n'est pas simplement des visionnaires justement qui sont désincarnés. C'est des gens qui ont été écrasés, qui ont été abattus physiquement. C'est-à-dire ce monsieur a été traqué dans les maquis de la Sanaga maritime et a été assassiné. Parce que précisément, et là je rejoins ce qui a été dit après, le problème c'est que cette pensée très structurée était subversive, elle était révolutionnaire. Donc c'est pas simplement de planter des graines et de regarder comment ça pousse, il faut aussi essayer de se protéger face à tous ces gens qui veulent couper ces herbes, les déraciner et nous intoxiquer. Car avec le silence vient aussi l'intoxication, la falsification. Je disais tout à l'heure que les bourreaux, les gens qui avaient mené la répression contre Rouben Oumniobé et ses camarades, étaient des gens qui aimaient bien parler. Dans les mémoires de Michel Debré, Premier ministre à cette époque, dans les mémoires de Pierre Messmer, qui a été non seulement Premier ministre, mais qui a été haut-commissaire de la France au Cameroun, ils se gargarisent de leur action au Cameroun. Michel Debré se plaint même qu'on parle si peu de la guerre du Cameroun. On a gagné la guerre, c'est pour ça que tous ces journalistes, tous ces intellectuels ne veulent pas en parler. Il est sur ce registre-là. Mais c'est des falsificateurs qui accusent Oumniobé des pires horreurs. Mais c'est de la pure falsification. Et donc là, je pense qu'il y a un travail effectivement de visibilisation, mais aussi de défalsification. On a un exemple, et je termine peut-être là-dessus, qui rejoint peut-être un travail collectif qu'on peut avoir. C'est un exemple. Il y a quelques mois, il y a eu des images qui ont circulé sur Internet dans lesquelles les gens qui les avaient diffusées expliquaient que ces images venaient du Nord Cameroun. Ces images sont terribles. C'est des femmes qui portent des bébés et qui sont assassinées par des militaires de sang-froid. Le gouvernement camerounais a dit non, mais tout ça c'est de la fake news, ça c'est pas du tout chez nous, c'est des images qui viennent du Mali. Et là, s'est mis en place tout un réseau de gens qui ont analysé, alors des Camerounais, des gens en Europe, qui se sont mis à analyser la vidéo en détail, en retrouvant derrière au second plan des images le relief, en regardant les uniformes, les armes, les habits des victimes, etc. Et grâce à ce travail collectif qui a mobilisé, je crois, des dizaines d'internautes à travers le monde, ils ont réussi à dater le lieu de l'exaction, à le localiser géographiquement et à retrouver le nom des militaires qui avaient assassiné ces gens. Ça a été diffusé par la BBC et c'est un travail, par le service Afrique de la BBC, et c'est un travail remarquable de résistance et de défalsification et en même temps qui brise le silence de façon remarquable. Merci beaucoup à tous les deux. J'aimerais juste un mot de conclusion, que vous saluiez le travail de l'ombre, les travailleurs de l'ombre. Parce que pour avoir lu le livre
Et pour connaître très bien Abdel, je sais ce que ça coûte en énergie et en ténacité. Et voilà, je voulais simplement vous les féliciter pour ça.